Et donc voilà, je suis arrivé comme account manager, enfin à l'époque ça n'existait pas, tu étais commercial. Hein. Des process, des process, des process. Parce que c'est aussi ton rôle en tant que manager de faire tampon. La principale qualité, ça c'est mon avis, que doit avoir un manager, quel qu'il soit, c'est l'exemplarité. Bah, franchement, je crois que Quentin, il va pas trop galérer hein, sur le montage. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Niec, directeur commercial de chez Energism. Bienvenue Guillaume. Merci Jean-François, bonjour. Bon, ça fait plaisir de t'avoir. Pour remettre un petit peu de contexte, avec Guillaume, on se connaît maintenant depuis à peu près 2 ans. On avait pu collaborer ensemble sur des recrutements de tes équipes commerciales. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de t'inviter dans cet épisode-là. Parce que dans nos discussions, nos déjeuners plus ou moins arrosés, etc., on avait pu discuter de process, de stratégie, de management, de recrutement. Et à titre perso, qui suis en début de carrière aussi, je me retrouvais énormément et tu m'inspirais pas mal. Donc je me suis dit que c'était intéressant que tu puisses partager en fait ton retour d'expérience et des conseils aux personnes qui peuvent nous écouter. Ouais, merci. Donc là, au final, cette interview, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder ton parcours en tant que sales et principalement aussi chez Energism, chez qui tu es monté Head of Sales. On va bien évidemment aborder des sujets clés comme la mise en place des process, les structurations d'équipe, les pivots stratégiques que tu as pu mener, aussi de management. J'ai eu de nombreux échos de collaborateurs et d'anciens collaborateurs de Guillaume qui m'ont félicité sa qualité de manager, donc ça m'intéressait d'avoir ses retours. Et également, on va parler de recrutement. Donc finalement, si vous êtes directeur commercial ou que vous aspirez à devenir directeur commercial, cette interview va vous intéresser. Pour commencer, Guillaume, je voudrais bien que tu nous redonnes du contexte déjà sur l'environnement dans lequel tu évolues chez Energism. Donc déjà, Energism, qu'est-ce que vous faites et à quels besoins vous répondez ? Alors, Energism, c'est une grande aventure que moi j'ai rejoint il y a presque 8 ans maintenant. Où effectivement, moi j'ai connu chez Energism tous les métiers qu'on peut faire dans le commerce. Hein. Du commercial à 360 jusqu'à aujourd'hui, des responsabilités un petit peu plus grandes avec à ma charge une équipe commerciale d'à peu près 10 personnes. Que fait Energism ? Energism a une position assez spécifique sur le marché puisque Energism est un des rares, voire seul éditeur à proposer des solutions de pilotage et de mesure énergétique dans l'objectif d'accompagner ses clients professionnels dans la réduction de leur consommation énergétique. Donc notre métier, c'est d'un côté la data, comment on rend intelligent cette donnée pour qu'elle puisse, auprès des opérationnels, donner du sens à des actions qui visent donc à une meilleure sobriété énergétique et environnementale. Ok, écoute, c'est hyper clair. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que tu sais, dans la tech, on aime bien sectoriser chaque activité. Du coup, Energism, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une green tech ? C'est une prop tech ? Tu dirais quoi là-dessus ? Je dirais qu'on évolue effectivement dans la green tech. Et encore une fois, avec cet ADN de pur éditeur de solutions logicielles et applicatives, avec de très fortes compétences sur la data et quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Alors on parlait, quand j'ai intégré Energism, on parlait beaucoup de big data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de continuité numérique ou continuité de la donnée ou continuité des services, des services numériques. Nous, notre métier, c'est justement arriver à faire communiquer tous les systèmes entre eux pour avoir une donnée et une information qui est toujours pertinente et fiable. Donc voilà. En tout cas, dans le métier de l'énergie, on s'aperçoit qu'il est hyper pertinent d'aller non pas se contenter de la donnée énergétique qu'on va récupérer chez un fournisseur, chez un distributeur d'énergie ou sur aujourd'hui de plus en plus d'objets connectés, mais qu'il est toujours intéressant d'aller chercher des informations dans un CRM, des informations dans un ERP, dans un système de gestion patrimoniale, parce que ça vient alimenter la donnée, ça vient lui donner de la consistance. Et on va créer des indicateurs qui sont toujours plus pertinents et performants pour mener donc, des actions qui sont mesurables, pilotables en termes d'efficacité énergétique. Ok, ouais, donc même technologiquement, il y a eu un gros sujet pour venir récupérer la donnée dans tous ces endroits silotés chez vos clients et tout centraliser sur la plateforme. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et les systèmes sont de plus en plus agiles et de plus en plus ouverts. Donc avant, il y avait beaucoup de boîtes noires. Aujourd'hui, les systèmes sont de plus en plus ouverts et permettent de communiquer entre eux. Ok, hyper clair. Voilà. Et en parallèle de cette ouverture de la donnée,
tu m'apprenais qu'on on va dire le secteur dans lequel tu évolues, ça pouvait être aussi les solutions EMS, Ouais. Energy Management System. Tu m'expliquais aussi que c'était ultra concurrentiel. Ouais. Voilà, est-ce que voilà, du fait que ça soit concurrentiel, tu peux donner quelques spécificités justement de ce secteur de l'EMS et comment Energism, vous y répondez si c'est aussi d'une manière différente de la continuité de la donnée, quoi. Alors c'est vrai que le développement du numérique fait qu'on a de plus en plus d'entrants sur ces marchés-là. On a aujourd'hui de plus en plus de contraintes réglementaires. Okay. On a de plus en plus d'enjeux d'image aussi, liés à la sobriété. Et on a, parce que l'énergie est très volatile, en tout cas, et on l'a constaté ces dernières années, il y a une très forte volatilité des prix. Il y a un intérêt de plus en plus important des entreprises pour maîtriser ces coûts énergétiques. Ce qui fait que, qui dit d'un côté contraintes réglementaires, levier financier, ça amène de plus en plus d'entreprises à se dire que c'est un marché qui est porteur. Et c'est de toute façon un marché qui va être de plus en plus réglementé et qui va amener les entreprises à embarquer de plus en plus d'actions et d'investissements pour réduire leur consommation. Et encore une fois, l'énergie pèse de plus en plus lourd dans les charges des entreprises. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui un univers dans lequel il y a énormément d'entreprises qui évoluent. Et la grande difficulté, c'est qu'on va avoir des entreprises qui vont être multiservicielles, donc qui vont intégrer tout un tas de services autour de l'efficacité énergétique, et pour lequel, on va dire, l'EMS en tant que tel ne va être qu'une petite brique de l'ensemble de leurs expertises. Et Energism, ce qui a fait le choix justement de dire, non, nous on veut être expert de notre domaine, donc on va pas chercher à tout faire, mais on va chercher à faire parfaitement bien ce qu'on maîtrise le mieux, à savoir, encore une fois, la data et l'interopérabilité des systèmes, et mettre à disposition des organisations une solution de pilotage et de mesure fiable des consommations énergétiques. Ok, donc différenciation par le degré d'expertise, c'est ça? Et par le positionnement, qui est encore une fois assez unique, là où nos principaux concurrents vont être aussi bien des bureaux d'études que, on va dire, des acteurs du digital, sans être des éditeurs. Ok, ça marche. Et donc grâce à tout ça, on peut dire que avec ce degré justement d'expertise que vous allez avoir, Energism, c'est à travers une plateforme, oui. Engage, oui, c'est ça. On peut dire que vous différenciez sur la qualité technique de la plateforme. C'est en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ce degré d'expertise vient justement créer un marqueur. C'est sur justement la technologie où vous allez avoir une meilleure fiabilité de la donnée. Ça va être en termes de rapidité, simplicité d'usage. Alors, on va dire qu'il y a quelques éléments différenciants. Tout l'enjeu étant justement d'amener le client à percevoir cette valeur. Je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais la perception de la valeur est aujourd'hui un enjeu fort sur ce marché-là, qui cherche encore sa maturité. Mais aujourd'hui, alors, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est un de nos principaux clients qui a choisi de renouveler sa confiance il y a quelques mois de cela, mais dans le cadre d'un très gros appel d'offres et d'une mise en concurrence avec plus de 22 solutions sur le marché. Donc c'est un retour totalement objectif, bien évidemment. Non, ce qui ressort de là, c'est effectivement, nous, on a aujourd'hui, et du fait de notre ADN, qui est très concentré sur le développement de notre plateforme, de nos applicatifs, on a un vrai avantage technologique, encore aujourd'hui, qui permet aussi bien d'adresser des experts de l'énergie que des gens qui ont un peu moins de maturité et qui ont besoin d'être un petit peu plus accompagnés dans la prise en main de l'outil. Donc on peut avoir une approche très simpliste de l'énergie et en parallèle une approche avec la même plateforme très complète et très experte. On garantit un très grand degré d'autonomie dans l'utilisation de la plateforme. C'est ce qui va aussi beaucoup nous différencier d'autres acteurs, où il va y avoir
forcément l'intervention d'un chef de projet pour aller, je dirais, implémenter des nouvelles données ou alors créer des nouvelles analyses ou des nouveaux tableaux de bord. Nous, on est en capacité de laisser une autonomie complète à l'utilisateur qui va vraiment administrer son outil. Et encore une fois, une de nos grandes forces, c'est notre capacité à être interfaçable avec n'importe quel type de données, n'importe quelle source de communication. C'est comme ça tout de suite qu'on a voulu concevoir la plateforme. Donc quelque chose de très ouvert, parce que c'est un enjeu aujourd'hui très fort. On a une multitude d'acteurs dans l'énergie qui sont générateurs de données, et on se doit d'être interopérable avec l'ensemble de ces acteurs. Donc voilà, donc c'est ces 3 grands axes, je dirais. Alors peut-être que j'en oublie et peut-être que certains clients verront d'autres axes de différenciation, mais pour moi, c'est ces 3 grands axes aujourd'hui qui font qu'Energism est un acteur un peu unique sur le marché. Ah, c'est top, ouais. Au final, grâce à cette expertise-là, sur votre segment, vous êtes parmi, voire les plus complets, et en plus de ça, user-friendly avec toute la connectivité et la simplicité d'usage. Top. Ok, super. Et donc là, toi, là, ça fait 8 ans que tu es chez Energism. Il y a eu pas mal d'évolutions sur le produit, sur le marché. Tu parlais d'un marché très concurrentiel qui était aussi beaucoup drivé par les réglementations. Aujourd'hui, vous en êtes où? À quelle étape se trouve Energism et quels sont vos gros enjeux là pour fin 2024, projection 2025? Alors, ouais, il y a eu même plein de révolutions chez Energism. Oui, on en parlera un petit peu. Mais toujours avec des réflexions justement sur notre positionnement et sur l'orientation qu'on doit prendre. Et aujourd'hui, on est un petit peu à un tournant. On y reviendra aussi, mais il y a eu toute une phase d'organisation qui a été mise en place et de structuration de l'activité commerciale, mais pas que, lorsque j'ai pris mon poste il y a 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on a énormément de réflexions sur la diversification de nos services et de nos applicatifs. Il est toujours plus simple d'avoir un portefeuille de services et de solutions assez large que d'avoir qu'une seule solution, parce qu'à partir du moment où tu n'as qu'une seule solution et que le client en face de toi n'est pas intéressé par ta solution, tu reprends ta mallette et tu t'en vas. Et c'est vrai que honnêtement, on a un petit peu souffert de ça, parce qu'on avait développé une plateforme très robuste, très complète, mais qui au final était un produit je dirais, sur étagère, qui permettait de faire plein de choses très intéressantes. Mais si le client était déjà équipé, si le client avait déjà une solution, ou en tout cas où il n'était pas assez mature pour déployer ce type de solution, on n'avait pas d'autre chose à lui proposer. Donc aujourd'hui, toutes les réflexions portent autour du développement d'un vrai hub applicatif et d'un vrai hub de service. Alors, non pas en intégrant ces services chez Energism, parce qu'on ne veut pas devenir nos propres concurrents, mais on veut plutôt valoriser l'ensemble de nos partenaires qui portent ces services d'expertise. Et donc, on est en train de développer très fortement toute une démarche de partenariale avec nos partenaires. Et on est en train de développer aussi un hub pour qu'Energism devienne un opérateur de services à l'énergie. Ok. Donc, tu peux définir pour ceux qui ne savent pas, et moi de même, ce qu'est un opérateur de service à l'énergie? En fait, c'est un acteur qui a la capacité d'agréger un ensemble de services à l'énergie pour répondre à n'importe quel type de besoin et couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique, qui est un petit peu un chef d'orchestre d'un ensemble de services et de prestations qu'il va animer, toujours avec, je dirais, cette ambition d'aller chercher la meilleure expertise au meilleur endroit. C'est pour ça qu'on n'a pas vocation à tout internaliser, parce que moi je reste persuadé qu'on ne peut pas tout bien faire, mais qu'il faut s'appuyer sur des partenaires qui sont robustes, qui sont experts, et donc c'est la capacité à très bien connaître ses partenaires, les offres de ses partenaires, et à pouvoir monter des services totalement intégrés grâce à ces partenaires. Donc on diversifie l'activité, on diversifie le portefeuille, tout en gardant ces leviers d'expertise qui sont aujourd'hui essentiels pour répondre aux multitudes d'enjeux, de besoins et de sujets qu'on retrouve chez nos clients lorsqu'il s'agit d'énergie ou d'environnement. Ok, donc le but c'est que 2025, Energism garde son expertise en propre sur l'EMS, mais qu'au global, votre hub serve à devenir un one-stop shop de tous les services proposés. La marketplace de l'énergie. La marketplace de l'énergie, ça c'est un super claim, ça j'adore. Ok, trop cool. D'ailleurs, justement, parce que là c'est un travail qui va se faire au niveau stratégie, offre, pricing, partenariat,
etc. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là parce que ce n'était pas le focus de l'interview, mais vous avez un business model en vente directe où tu as des commerciaux qui adressent directement plusieurs typologies de cibles et vous avez aussi un pôle vente indirecte partenariat. Donc là, ça indique quoi? C'est qu'il y a besoin d'un gros boost côté partenariat justement pour monter ce hub-là, si c'est la grosse prio. En fait, ma question, c'est plus pour amener aussi à aujourd'hui comment est composée et structurée ton équipe commerciale. Et pour atteindre cet objectif, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire qu'il y ait des mouvements justement dans cette organisation? Oui, nécessairement, qu'on structure justement euh, je dirais, toute la démarche de partenariale, en ce sens où, en fait, il y a différents types de partenariats. Donc, tu as des partenariats technologiques, tu as des partenariats commerciaux. On est très mature sur une certaine forme de partenariat. C'est aussi la raison pour laquelle on a un petit peu attendu avant je dirais, de partir dans ce hub de service à l'énergie. C'est que d'abord, on a constitué tout un vivier de partenaires, donc tous les bureaux d'études, les exploitants qui travaillent quotidiennement avec nous et qui utilisent nos solutions, qui étaient avant tout nos clients, qu'on accompagnait dans le déploiement de la plateforme et qu'on accompagnait dans le marketing de l'offre parce qu'ils n'étaient pas habitués à intégrer ce type de service dans leur proposition de valeur. Donc on a pris le temps de développer, je dirais, tout ce vivier d'expertise et de partenaires qui sont donc aujourd'hui des utilisateurs quotidiens de notre plateforme. Donc ça, c'est fait et ça a permis vraiment de structurer une bonne partie de cette approche voilà, que constituent encore une fois les bureaux d'études et les différents services à l'énergie. Depuis l'année dernière, on a développé et on renforce aussi toute la partie partenariat technologique. Donc, ils ne sont pas forcément des utilisateurs de notre plateforme, mais qui vont être des outils et des leviers pour accélérer le déploiement de nos solutions. On va avoir des intégrateurs, on va avoir des fabricants de matériel, on va avoir voilà, tout un tas d'acteurs. Quand je parle d'intégrateurs, c'est aussi bien des intégrateurs de solutions matérielles que des intégrateurs de solutions digitales, puisque tout à l'heure je parlais d'interopérabilité. Quand on parle d'interopérabilité, il faut faire communiquer les systèmes entre eux. Donc il faut avoir des expertises qui permettent justement de connecter les systèmes et de faire en sorte que tout soit fluide dans la communication de la donnée. Et tout ça, voilà, ça c'était la deuxième étape qu'on a entamée l'année dernière et qui commence aujourd'hui à se structurer. Et effectivement, on va entamer aujourd'hui toute une réflexion sur les types d'offres qu'on va monter, comment on va les structurer, comment on va les pricer, et à quel moment on fait intervenir quelle expertise. Ok. Voilà. Donc c'est d'abord, vous allez vous focaliser justement sur la construction et voir comment tout ça va s'harmoniser. Et c'est après où tu adapteras, voir si je vais un sales focus là-dessus, un autre sales focus sur telle solution matérielle, solution digitale, etc. C'est ça? Et je dirais même plus, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment une approche très, je dirais, collaborative entre les sales, parce qu'on va avoir le sales qui s'occupe du client final, utilisateur, consommateur final qui va avoir besoin d'accompagnement. On va avoir le sales qui s'occupe du marché des bureaux d'études. Et en fait, le sales qui s'occupe de son client qui a besoin d'accompagnement va devoir discuter avec le sales qui s'occupe des bureaux d'études pour trouver la meilleure expertise, la meilleure boîte qui géographiquement est le plus adaptée à répondre aux besoins d'un client qui peut être réparti sur l'ensemble du territoire, ou qui peut être sur un segment industriel, ou qui peut être sur un segment tertiaire. Donc c'est là où il faut très bien connaître ses partenaires et les offres des partenaires et leur niveau d'expertise. Et il faut aussi très bien connaître ses clients pour détecter au plus tôt ces besoins qui dépassent aujourd'hui le cadre même de la plateforme, donc le service qu'on rend aujourd'hui, pour renforcer notre présence auprès du client et éviter justement que ce client commence à regarder ailleurs en disant moi j'ai besoin d'une plateforme peut-être, mais j'ai aussi besoin d'accompagnement, j'ai besoin de tel ou tel service que ne rend pas Énergisme. Donc là on va essayer vraiment d'apporter des réponses adaptées et pertinentes à ces clients-là. Et naturellement, ça va créer de la collaboration entre les équipes commerciales, et ça va créer des leviers d'upsell, et ça va créer tout un tas, j'espère en tout cas, de nouveaux business
à forte croissance. Génial. Bah, dernière petite question, parce que justement, tu as parlé d'upsell, tu parlais de détecter justement des besoins chez les clients existants, tu as parlé d'un gros client là, qui a fait un super retour objectif qui vient d'être renouvelé. Actuellement, dans l'équipe, tu as justement une distinction entre des sales, compte exécutifs qui vont être là pour le newbies, et des compte managers, où ils sont full stack. Alors, j'avais une vision à la base qui a été un petit peu perturbée par différents changements de gouvernance et d'organisation. Donc je vais faire une réponse de Gascon. Parfait. Moi, ma vision aujourd'hui idéale, et c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est une équipe plutôt business développement qui va être vraiment chargée d'un cycle de vente dédié à la prospection et à la qualification des leads. Des accounts exécutifs qui vont être vraiment chargés de toute la phase de closing et donc signature du client, et idéalement des account managers derrière qui vont être vraiment dédiés au développement et au foisonnement chez le client, avec voilà, aller chercher des leviers d'upsell, de rollout. Et c'est assez essentiel, je pense, aujourd'hui d'être... Si on veut être performant sur chacun des aspects du commerce, il est de plus en plus rare d'avoir des sales à 360 degrés. Ça demande de la méthode, ça demande énormément de méthode, de rigueur pour arriver à faire de la prospection, de l'élevage, du closing. Donc voilà, je suis assez partisan de segmenter un petit peu aussi les expertises pour être le plus performant possible sur chacune de ces étapes de vente. Bah, ça rejoint un peu le positionnement d'énergisme en mode expert. On C'est ne peut ça. pas tout faire parfaitement. Ok, hyper clair. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces réponses, Guillaume. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur énergisme, j'aimerais qu'on mette un focus sur toi. Donc, est-ce que déjà, avant toute chose, tu peux nous partager ton parcours chez Énergisme, qui est vraiment notable, parce que voilà, 8 ans chez Énergisme, tu as commencé, tu étais dans les premiers collaborateurs, premiers commerciaux, tu es resté là, fait preuve de résilience, tu es monté, là ça fait plus de 2 ans que tu es directeur commercial, tu as mis en place plein de choses qu'on va aborder après. Voilà. Bon, j'ai fait le petit teasing, mais si tu peux nous recontextualiser plus en détail ce parcours. Alors, on va même recontextualiser, je dirais, mon parcours au global, puisque c'est ça qui m'amène au final chez Énergisme. Avec plaisir. Globalement, moi, ça fait 15 ans que j'évolue dans le secteur de l'énergie, auprès de différents métiers, différentes offres de services. Je me suis toujours attaché, et donc j'ai fait plusieurs entreprises avec des propositions de valeur différentes, je me suis toujours attaché à essayer de rajouter une corde à mon arc. Que ce soit sur du financement d'opérations d'efficacité énergétique, que ce soit sur du certificat d'économie d'énergie, que ce soit sur tous des aspects de normalisation et de certification. À chaque fois, j'ai essayé de me dire l'énergie, c'est cool, je veux rester dans ce secteur parce que c'est ce qui me passionne, mais je veux rajouter une petite brique d'expertise à chaque étape de mon parcours. Et quand je suis arrivé chez Énergisme, je ne savais pas ce qu'était le digital, je ne savais pas ce qu'était une data, je ne savais pas ce qu'était une plateforme. Le seul truc que j'avais fait, c'était monter, démonter des PC dans mon salon. Yes. Et globalement, je me suis dit, la data, c'est porteur. Tous ces sujets du digital que j'ai jamais abordés, ça m'intéresse fortement. Pourquoi pas? Et en plus de ça, ça rajoute une brique que j'avais pas dans mon parcours et dans mon CV. Donc effectivement, c'est ça qui m'a amené chez Énergisme, et c'est aussi, je dirais, la vision du fondateur d'Énergisme qui m'a beaucoup plu, avec qui j'avais eu l'occasion de collaborer dans une autre boîte. Au début, mon arrivée chez Énergisme, c'était principalement pour m'occuper d'un client, qui était le plus gros client, on en avait deux, ça fait, qui était le plus gros client d'Énergisme, qui était un client industriel. Et j'avais ce vernis technique et j'avais cette expertise industrielle acquis précédemment. Et donc voilà, je suis arrivé comme account manager. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas, tu étais commercial. Voilà. Et donc voilà, l'objectif était de s'occuper de ce client-là, de le développer, et puis idéalement de renouveler le contrat. Et puis voilà, face au succès et puis au bon développement de ce client-là, petit à petit, il a fallu réfléchir à quelles offres, pour quel secteur. Donc très tôt quand même, je me suis un peu penché avec les fondateurs et avec les quelques personnes qui étaient là, puisque quand je suis arrivé chez Énergie, c'était quoi? C'était
8-10 personnes. Hein. Ouais, et maintenant 80. Et maintenant 80. En fait, on réfléchissait tous ensemble. Là, qu'est-ce qu'on propose demain? Comment on construit le produit? C'est quoi la vision? C'est quoi l'ambition? Voilà, donc c'était un peu de l'artisanat aussi. L'artisanat qui a duré assez longtemps avec une culture de une culture de la communication orale. Peu de process, pas de CRM, un peu du bricolage, mais en tout cas qui est passionnant parce que on avait plein de choses à raconter et on était vraiment précurseurs sur le marché. Encore une fois, la notion de plateforme, de data, c'était pas des sujets qui étaient, c'était pas des sujets qui étaient vraiment très présents. Donc on avait ce sentiment d'innover, on avait ce sentiment de proposer quelque chose de nouveau et de différent. Et c'est comme ça que petit à petit Énergisme s'est construit et que le commerce chez Énergisme s'est construit. Mais Énergisme a été pendant longtemps une société qui était vraiment technocentrée. Ça a été avant tout, et d'ailleurs gérer tous les premiers recrutements chez Énergisme, et ce qui a rapidement amené Énergisme à ce nombre de collaborateurs, c'était des développeurs, des data scientists, des architectes de la data, donc vraiment des métiers très tech. Et ça a été le cas jusqu'à presque ma prise de fonction en tant que directeur commercial, où on avait cette approche très technocentrée, avec énormément d'investissement dans le produit, dans l'évolution du produit. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours ce leader un peu naturel technologique sur le marché. Mais je dirais ce qui a vraiment changé entre ces 5 premières années où quand même Énergisme s'est structuré, mais où le commerce est resté très artisanal, puisqu'on était globalement 3-4 commerciaux. Business opportunity. Voilà. C'est que il y a 2 ans et demi, on a dit technocentré c'est terminé, maintenant il faut être customer centrique, parce qu'autrement c'est la fin de l'histoire, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est un petit peu ça qui a changé en termes de mentalité, et ça qu'on a essayé de mettre en place. En tout cas, moi j'ai essayé d'œuvrer dans ce sens-là pour que l'organisation, les process et la compréhension du cycle de vie du client rentre totalement, je dirais, dans l'ADN d'Énergisme. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé? Quel a été justement le déclencheur? Parce que vous étiez 3-4 commerciaux, il n'y avait pas spécialement de team lead, sales manager, de directeur commercial à l'époque? Il y avait un directeur commercial qui était, je dirais, un des cofondateurs d'Énergisme. C'est souvent le cas dans les startups. Le cofondeur qui porte la casquette qui porte la casquette de directeur commercial, l'associé qui est plutôt financier. Je dirais un directeur commercial qui était un commerçant. En ce sens où, pas de process, comme je disais, j'ai une culture de la communication orale, pas vraiment de CRM, ou en tout cas pas de quelque chose de vraiment structuré. Et exploité. Donc un très bon commerçant, donc quelqu'un qui naturellement savait faire du commerce, mais qui n'aimait pas trop manager, qui n'aimait pas trop piloter de façon structurée des équipes. Donc, je veux dire, tout l'aspect positif du commerçant, mais très artisanal. Okay. Et tout le challenge, justement, a été d'amener du professionnalisme dans notre culture commerciale. Okay. Et donc cette prise de fonction, elle s'est passée comment? C'est lui qui se retirait, il t'en a parlé ça m'intéresse, je fais une petite parenthèse, parce que je pense qu'il y a pas mal de sales qui sont dans ces phases de boîte où tu peux avoir un fondeur, il n'y a pas de vraie étiquette directeur commercial déjà en place. Il y en a qui ont certaines inspirations, qui ont des envies, qui ont une vision aussi strat et process, tu vois, et voir comment en fait il y a eu le petit déclencheur qui t'a ouvert la porte, quoi. En fait, alors, dans la vie d'Énergisme, pour être un peu plus précis, il y avait ce cofondateur qui avait la casquette de directeur commercial. On a eu pendant 2 ans un VP Sales qui était un peu plus structuré, qui apportait un petit peu d'organisation. Mais c'était difficile parce que quand tu as un patron qui est très opérationnel, c'était compliqué pour lui de vraiment mettre en œuvre
sa stratégie et sa vision. Prendre sa place. Voilà, et le fait est que, oui, le déclencheur, ça a été le départ du directeur commercial. Voilà, et ce qui a été, je dirais, ce qui a été assez enthousiasmant et ce que j'ai fortement apprécié, c'est que ben, j'étais là depuis le début. Certes, j'avais une performance commerciale. Enfin, je veux dire, j'étais pas à la traîne. Autrement, on m'aurait pas confié ce poste-là. Mais voilà, on m'a fait confiance. En tout cas, lorsqu'il restait plus que le fondateur d'Energism et qu'il s'est agi de choisir le successeur qui allait structurer le commerce, la question s'est pas posée longtemps. Il est venu me voir, il m'a dit voilà, c'est toi que je voudrais à ce poste-là. Il aurait pu très bien aller chercher à l'extérieur, il aurait pu aller chercher quelqu'un qui avait déjà une expérience de directeur commercial. Il a fait le choix de me faire confiance. Et voilà, et c'est à ce moment-là, alors certes c'est un départ, mais c'est aussi une arrivée, la mienne à ce poste-là, et voilà. Et ça a été le début d'une nouvelle aventure. Ah, c'est génial, bah, déjà félicitations pour ça. Et d'ailleurs, il y a plein de questions qui arrivent sur ce que tu as mis en place justement lors de ta prise de poste en tant que directeur commercial. J'ai juste une petite aparté, ça rentre pas dans l'encart management, mais du coup, quand tu es passé directeur commercial, tu t'es mis à manager tes trois collègues. Ouais. Comment ça s'est passé ? Bah en fait, ça s'est passé assez naturellement, je dois dire. Ok. Alors après, c'est vrai que c'est un vrai enjeu hein, quand on devient directeur commercial dans une équipe qui était auparavant des collègues. Je dirais la difficulté, c'est d'avoir toujours la même rigueur et de rester, enfin je dirais, de rester le collègue qu'on a été, tout en prenant une posture et un recul propre à sa fonction, qui amène à certains moments à être un peu plus ferme hein, vis-à-vis de tes anciens collègues, et de le remettre dans le droit chemin. Surtout qu'encore une fois, eux, ils étaient encore beaucoup dans cette culture orale, artisanat, qui était la culture d'énergie, donc on pouvait pas leur en vouloir, ils avaient évolué comme ça. Et voilà, et quand on veut un peu plus de formalisme, quand on veut un CRM qui est mieux structuré et mieux complété, ben voilà, il faut voilà, c'est un peu schizophrénique, hein, voilà. Et voilà, moi j'ai toujours été très proche de mes équipes. Donc il y a d'un côté de la bienveillance et d'un autre côté voilà un devoir un peu de fermeté qui est propre à la fonction et qui doit permettre de recadrer les selles quand c'est nécessaire. Ouais, tout l'enjeu en fait c'est de mettre le curseur au bon endroit sans couper la relation humaine qui te lie à tes anciens collègues parce que dans tous les cas ils comprendraient pas pourquoi, mais en imposant aussi une certaine nouvelle exigence. Et ça devait vraiment pas être évident. Moi, j'ai vécu d'une autre manière un peu ça. Dans certains cas, je me suis fait bouffer. Laisse tomber, quoi. Donc, non, mais ce sont toujours, hein, parce que, alors, ils ne sont plus chez Energis parce que, ils avaient tous 3, 4, 5 ans d'énergisme. À un moment donné, hein, tous les parcours font que, ils sont allés voir ailleurs. Et d'ailleurs, pour certains, ils sont allés chez des clients, donc. Je les vois toujours et je travaille toujours avec eux dans d'autres dispositions, mais en tout cas, ils ont choisi toujours Énergisme chez leurs clients pour pouvoir continuer à bosser. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, après, ce sont des collaborateurs avec qui j'ai adoré bosser parce que c'est des gens qui sont sérieux, qui sont très compétents, qui sont de très bons commerciaux. Donc ça a été une période qui a été quand même très très cool parce que on a beaucoup déconné, et ça c'est un aspect vraiment pour moi essentiel dans une équipe. Il faut avoir le sourire en travaillant. Ouais, prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir, et prendre du plaisir c'est aussi mettre une bonne ambiance et savoir décompresser quand c'est nécessaire et voilà, et déconner un peu tous les jours, quoi. Et ça, tu arrives bien, ça. Ça, je pense que peut-être que j'ai une carrière d'happiness manager devant moi. On sait-on jamais si les EMS ne fonctionnent plus. Non mais écoute, très cool, merci pour cette parenthèse. Et donc pour revenir, tu as déjà un peu teasé ta réponse, mais voilà, donc l'ancien directeur commercial est parti, l'un des fondeurs est venu te voir, t'as fait confiance,
hop, petit ego boost qui fait plaisir, tu prends la position de directeur commercial. Quelles sont les premières choses que tu as mis en place? Voilà, si par exemple ceux qui nous écoutent viennent de prendre un poste de DIRCO dans une société qui est encore en mode artisanat, quelles sont les premières choses que toi tu as faites? Des process, des process, des process. Alright. Non, le premier truc, c'est comprendre le cycle de vie du client. Ok. Et au final, on s'aperçoit que organiser le commerce, c'est bien, mais organiser le commerce avec les autres business units de la boîte, c'est encore mieux. Donc au final, j'ai envie de dire, ma première action a été de mettre en place des process qui permettent de fluidifier l'information avec les autres départements qui interagissent avec le client. Ok. Parce que voilà, un client, il a un cycle de vie. Un client, il va passer par le commerce, il va d'abord passer par le marketing, par le commerce, par le customer success, par l'administration des ventes. Et en fait, au plus on arrive à fluidifier l'information entre l'ensemble de ces services, au plus le client va être servi de la meilleure façon qui soit. Donc je dirais le premier enjeu qui a été le mien, et pas que le mien d'ailleurs, parce que je me suis beaucoup appuyé sur des gens très compétents et d'autres patrons de service, ça a été justement de regarder comment, grâce au CRM, on pouvait fluidifier l'information, quel process on mettait dans l'administration des ventes pour faciliter le travail des commerciaux, quel process on mettait entre le marketing et le commerce pour s'assurer d'avoir, je dirais, des leads qui sont bien qualifiés, mais qui sont aussi le plus rapidement saisis par l'équipe commerciale pour être traités et transformés. Et bien évidemment, aussi toute une réorganisation de la partie projet. Donc on avait chez nous un pôle projet qui est devenu deux pôles, Customer Success et Customer Support, et dire, voilà, comment, en fait, on fait en sorte que ces BU qui étaient aussi des centres de coûts deviennent des centres de profit. Okay. Et c'est ça qui est assez essentiel, je pense, globalement dans une organisation d'entreprise. C'est que, en fait, il faut désiloter. Comme on désilote la data, il faut désiloter en fait toutes les fonctions pour qu'il y ait une communication optimale. Et encore une fois, quand on arrive à faire ça, en fait, ça permet de suivre et de piloter le client tout au long de son cycle de vie et d'avoir les actions les plus pertinentes à chaque étape. Voilà. Et ça, concrètement, ça s'est matérialisé de quelle manière? Tout s'est passé à travers le CRM pour fluidifier l'information entre les différents services? Beaucoup de choses se sont passées au travers du CRM, parce que... Si on peut le nommer, vous utilisez quoi? Salesforce. Parce qu'au final, Salesforce, aujourd'hui, on l'utilise de la détection du lead, d'accord, jusqu'à la facturation. Okay. Donc, globalement, il passe... Enfin, je dirais, le client passe par toutes les étapes et par tous ces services-là. Donc ça passe principalement par le CRM. Mais après, ça passe aussi par une organisation dans l'entreprise. Organisation de revue, organisation, je dirais, d'échange entre les services. Et voilà, après, ça reste très humain. Donc... il faut arriver à mettre en place, encore une fois, voilà, tous les éléments qui permettent à chaque patron de pôle d'être informé au bon moment de l'information qui est la plus pertinente, et ensuite que tout ruisselle bien au niveau des équipes pour que l'ensemble des projets se déroulent de la meilleure façon qui soit. Donc ça passe par le CRM, ça passe par la mise en place d'une organisation de revues et de réunions sans être dans le trop, parce que bien évidemment on souffre énormément de réunionites en France et ailleurs. Donc l'objectif, c'est toujours d'avoir c'est quoi l'objectif de ma réunion. J'arrive en réunion, je suis préparé, je sais de quoi je vais parler, j'ai un agenda qui est clair et qui permet d'être efficace. Donc voilà, donc ça c'est de la collaboration, c'est du process, c'est aussi la mise en place de quelque chose qui n'existait pas du tout chez Energism, mais d'une base de connaissances. Okay. Et donc ça, c'est assez essentiel. C'est essentiel dans plein d'aspects. C'est essentiel pour les gens qui arrivent dans la boîte, quel que soit leur poste et quelle que soit leur fonction. Quand on a une base de connaissances qui est bien structurée et qui est régulièrement mise à jour, mais en fait, on s'aperçoit que, en tout cas pour ma partie sur le commerce, mais en fait, globalement, on passe que presque de 3 mois à 1 mois onboarding et le sales qui est
à 80% opérationnel. Parce qu'il y a une grosse autonomie dans la recherche d'informations. Exactement, parce qu'il y a tout qui est disponible. Il y a tout qui est disponible facilement, que ce soit de l'analyse concurrentielle, que ce soit justement la description des process qui font que l'entreprise fonctionne bien, que ce soit l'ensemble de la base documentaire, catalogue produit, catalogue de pricing, catalogue de l'ensemble des offres qu'on développe chez Energisme. Tout ça fait que en fait, on a une prise en main qui est beaucoup plus rapide. Et honnêtement, ça fait bien, ça fait pro. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un nous rejoint et voit qu'aujourd'hui, on utilise quand même des outils qui sont des outils assez modernes et que dès qu'il a une question, il sait qu'il peut en priorité se référer à une base de connaissances qui est à jour. Une grosse partie du chemin est fait. Parce que du coup, CRM Salesforce, ouais. Cette fameuse base de connaissances, tu l'as fait sur quoi? Sur Loop. Loop. Ouais, alors Loop, c'est l'équivalent de Notion. Oui. Mais bon, comme nous, on est dans la suite Microsoft, on a pris ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà. Et puis après, tout ce qui est SharePoint pour mise en place d'une base documentaire partagée et accessible de tous. Ok, comment tu viens différencier l'utilisation de ton Loop et de ton SharePoint du coup? Loop, c'est vraiment là où tu as ton playbook pour l'onboarding, tous les process, etc. Ouais. Ta time matrix en fonction de ton profil, etc. Et quelque chose que tu viens justement mettre à jour et alimenter régulièrement. T'as un commercial, j'ai eu la grille de prix d'un concurrent, j'ai chopé le webinaire d'un concurrent, j'ai chopé la présentation, voilà, donc ça permet de dire, je vais aller mettre ça sur mon Loop dans la partie analyse concurrentielle. Donc ça reste très efficace. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris ces 2 dernières années. Enfin, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais pratiqué d'entreprise qui avait mis en place ce type d'outils. Et pour moi aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, par rapport justement à cette base de connaissances et même au CRM, tu le disais juste avant, tu n'avais jamais pratiqué ça, connu de société où il y avait ça. Chez Energisme, qui s'en est occupé justement de développer à quoi va ressembler l'architecture du Loop, à mettre le contenu, à se palucher, on va dire, toutes les process mis bout à bout, etc. Alors, on s'est fait aider. Alors après, on s'est fait conseiller. Donc, il y a un consultant avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui m'a accompagné dans cette démarche-là. Et c'est vrai que quand on vient te voir et qu'on t'explique qu'il y a un consultant qui va t'aider à construire une base de connaissances, à structurer tes process, alors que tu as 25 affaires qui sont sur le bureau et que tu en as jusque-là, tu dis putain, j'ai d'autres choses à foutre. Mais par ailleurs, très rapidement, tu vois l'intérêt de ça. Donc oui, j'ai pas fait ça tout seul, bien évidemment, parce que d'une part, j'avais jamais pratiqué ce type d'exercice. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui est hyper plaisant, c'est que j'apprends encore énormément. Ouais. Et c'est ça qui est cool dans ma fonction, c'est que j'apprends presque tous les jours, que ce soit dans mes actions de management ou que ce soit même dans l'approche de mon métier et du métier de commercial et de directeur commercial. Et donc on s'est fait conseiller. On s'est fait conseiller par un consultant qui était un ancien de Doctolib. Voilà. Et que je connaissais pas, que je connaissais parce que je l'utilise personnellement, mais que je connaissais pas dans son organisation. Et c'est vrai que ce que j'ai appris, c'est que Doctolib était une très grosse école de vente. Ouais. Et quand on a commencé à travailler, c'est toujours aujourd'hui mon ambition, et on en est encore très loin, mais j'ai très envie que Energisme devienne aussi une école de vente où, quand les commerciaux arrivent, qu'ils soient juniors, expérimentés, seniors, qu'ils se disent j'apprends plein de choses, je développe mes compétences, je développe mon métier, et quand je pars d'Energisme, je pars avec un bagage solide. Voilà. Et ça c'est vraiment aussi mon ambition pour l'ensemble de mes équipes, de dire, et c'est aussi pour moi le rôle d'un directeur commercial, c'est d'accompagner quotidiennement la montée en compétences des équipes. Et ça, forcément, l'artisanat, il y a un plafond de verre au bout d'un moment en fonction de ta taille d'équipe. Si tu as 2-3 personnes, tu peux avoir
pure proximité, mais au bout de 10 collaborateurs, forcément, tu es obligé de t'appuyer sur des process. Exactement. Et je fais une petite parenthèse, parce que c'est un sujet que, en discutant avec des fondeurs de boîtes, de directeurs commerciaux, où ce fameux sujet où tu as 25 deals qui avancent dans leur cycle de vente, qu'il faut quand même aller closer, et c'est le nerf de la guerre, hein, ça ramène du chiffre, mais qu'il y a des choses à structurer, et ben très souvent on se retrouve à rester la tête dans le guidon, à privilégier forcément le business là, qui est réel et concret, et en fait à laisser traîner les sujets de structuration et de mise en place de process, et ça peut rester des années comme ça. Euh, qu'est-ce que tu... Quel est ton avis là-dessus? Tu en as un petit peu parlé, mais voilà, quel est ton avis là-dessus? Comment tu conseillerais quelqu'un qui se retrouve dans cette phase où il y a un plafond de verre artisanal par rapport à la façon de faire artisanale, on sent qu'il y a besoin de passer à l'échelle, et pour passer à l'échelle, il faut processer, structurer, mais il y a le business continu en fait qui peut te prendre 100% de ta bande passante. C'est toujours difficile, hein, parce que c'est un choix et choisir c'est renoncer. Donc je dirais que au final, moi j'ai pas tellement eu le choix. C'est que, et c'est peut-être ça aussi qui m'a amené à lâcher un petit peu cette phase opérationnelle à ce moment-là. C'est que, comme tu le disais, si on veut passer à l'échelle, on n'a pas d'autre choix que se professionnaliser et mettre en place l'organisation qui est la plus performante possible. Quand tu as des enjeux de performance, quand tu as des enjeux je dirais, de rentabilité, quand tu as, à un moment donné, le simple deal ou le fait de rester dans le pur métier de commercial avec la tête dans le guidon, c'est pas suffisant et tu le vois vite. Donc voilà, après, c'est toute la difficulté de dire bah, là, je fais un pas en arrière, je lève un peu la tête, j'ai des équipes qui sont là. Si on ne fait pas confiance à ces équipes, il faut arrêter. Donc, à un moment donné, on a des équipes qui sont là, des équipes qui ont été recrutées avec un certain niveau d'expérience. Il faut leur faire confiance. Parce qu'au final, c'est eux qui sont à la manœuvre. Donc, voilà, encore une fois, si tu n'es pas capable de faire confiance à tes équipes à ce moment-là et de te dire, bah, moi, il faut que je prenne un petit peu de hauteur, que je travaille sur ma vision, sur ma stratégie, sur mon organisation, soit tu changes de métier. Soit tu changes d'équipe. Mais le résultat, c'est que tu perds du temps. Donc ouais, je dirais, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Bien sûr. C'est à un moment donné un choix et une responsabilité qui doit être, voilà, encore une fois, qui est propre à la fonction. Et voilà. Et puis bien évidemment, tu es rarement seul. Donc, et moi, je ne l'étais pas. Donc voilà, il y a des gens qui sont là pour t'aider, pour t'orienter, pour te donner leur avis, leur expérience. Et il faut être à l'écoute de tout ça. Et tu dirais que cette période-là, même si on est en permanence en train d'optimiser, revoir les process, prendre un peu de recul sur les situations, cette phase où justement tu as dû t'éloigner un peu plus de l'opérationnel qui était ton pur quotidien pour bosser avec le fameux consultant, tu dirais que ça a duré combien de temps cette phase justement pour mettre à place 6 mois. 6 mois, ok. Ouais. Et après 6 mois, c'est là où tu avais ta base documentaire déjà 6 mois, de fait, ouais. Le CRM qui était tout bien calibré, la fluidité de l'information. Alors le CRM, il est jamais tout bien calibré. Hein. De toute façon, le CRM, il faut le cleaner au quotidien, il faut que la data elle soit propre, elle soit mise au bon endroit et de façon récurrente. Ouais. Et ça, c'est... Non, mais surtout que nous, on a un enjeu qui est encore plus profond que ça. Et après, je veux dire, tout ne peut pas être à la main non plus du commerce ou du management commercial. C'est que, et je dirais ça, c'est plus pour les entreprises qui sont en train de se doter d'un CRM ou qui sont en train de, je dirais, vraiment de révolutionner peut-être le CRM. Ce que nous, on est en train de réfléchir, c'est que, et ce qui est toujours une complexité chez nous, c'est que aujourd'hui, le CRM n'est pas un outil de vente. En tout cas, chez Energism. Ça ne l'est pas encore. Ça reste principalement, et je le déplore, et c'est pour ça que c'est un chantier qui va s'ouvrir là très rapidement. Donc même si tous les process dedans sont quand même assez fluides, ça reste aujourd'hui un outil de process et un outil d'administration, dont la finalité est de facturer. Et ça ne me satisfait pas. Parce que pour moi, un process doit être un outil d'aide à la vente pour les commerciaux. Et on n'y est pas. Donc ça, voilà, ça c'est un peu mon prochain gros chantier. Mais le truc, c'est que
ça nécessite vraiment, quand on restructure vraiment tout le CRM, ça coûte de l'argent, déjà. Forcément. En plus, quand tu es chez Salesforce. En plus, quand tu es chez Salesforce. Et surtout, quand tu as un CRM, parce que Salesforce, c'est très bien. C'est pas pour rien que ce sont les leaders sur ce marché-là. Mais en fait, il y a autant de Salesforce que d'entreprises. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est qu'aujourd'hui, nous, Salesforce, on l'a implémenté il y a peut-être 4-5 ans de cela. Donc avec tout l'artisanat qui avait lieu à cette époque-là. Et justement, quand on l'a implémenté, on n'avait pas une vision commerciale du CRM. On avait une vision très administrative et très facturation. Et donc, aujourd'hui, c'est limite, il faudrait faire table rase et reconstruire un nouveau CRM. Ouais, mais bon, t'as toute la data qui est déjà dedans, t'as 8 années d'historique, enfin 5 années d'historique là-dedans. Non, mais par contre, on y va par petits bouts. C'est-à-dire que là, donc on utilise Salesforce toujours sur la partie cycle de vie aval du client. Donc, on va dire de la détection d'un projet qualifié jusqu'au closing, la contractualisation et la facturation. Et on a choisi HubSpot sur toute la phase amont. Donc très marketing. Donc tout ce qui va être cycle de vie du client, enfin du suspect, du prospect, jusqu'à ce que le lead soit qualifié et qu'il arrive chez le commercial. Donc voilà, ça a été un choix qu'on a fait cet été. On n'a pas encore le retour d'expérience pour dire que c'est un bon choix, mais pour le coup, l'ergonomie d'HubSpot et le parcours utilisateur est quand même hyper intéressant. Et en fait, aujourd'hui, c'est le département de Growth and Marketing qui pilote cette partie-là. Et ça aussi, c'est très intéressant dans l'approche et très performant dans, au final, la gestion et la génération des leads qui sont ensuite pris par les commerciaux. Ouais, j'ai eu pas mal de retours comme quoi HubSpot était nettement favorisé par les équipes grosses et marketing. Dès que tu fais de l'automation, des grosses campagnes, etc., c'est beaucoup plus fluide. Et vous avez réussi à bien connecter HubSpot et Salesforce par contre ? Bah, c'est fait pour. Ok. Ouais, vraiment. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok, stylé. Trop top. Je vois l'heure qui avance un petit peu. Pour faire une petite transition, tu en as parlé tout à l'heure qu'il y avait eu des révolutions chez Energism. Justement, on a parlé de ton parcours, où tu es là depuis quasiment le tout début. Il y avait de l'artisanat, tu as professionnalisé les équipes commerciales, tu as mis du process, de la strat. Tu peux nous en dire plus justement sur ces révolutions qui ont été souvent dues à changement de direction générale. Et en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation où toi, tu es dans l'aventure, tu connais la société, tu as mis en place des choses, il y a des changements au-dessus de toi que tu ne peux pas contrôler, qui viennent littéralement tout péter. Comment tu fais pour en fait t'adapter, parce que c'est ta direction, il faut quand même s'adapter, tout en gardant le cap, et surtout quand il y a après des nouveaux rechangements, comment en fait tu viens te re-adapter en fait. Tu peux nous faire une mini synthèse du contexte et comment tu as fait pour garder le cap toi dans ce que tu voulais faire. Ouais, bah après je pense que c'est l'avis de beaucoup d'entreprises d'avoir des changements de gouvernance et de direction. Bon, chez Energisme, c'est vrai que j'ai connu autant de DG que presque d'années où je suis chez Energisme. Je schématise, mais presque pas. Donc forcément, ça a un impact. Forcément, ça a un impact sur... alors, tant que j'étais pas directeur commercial, on va dire, on pivote tous les 6 mois, tous les 8 mois. Bon, c'est problématique parce que tu n'as pas le temps de mesurer tes résultats et de capitaliser sur tes erreurs ou sur tes succès. Donc ça, c'est déjà le premier problème, c'est que quand tu pivotes trop souvent, mais en fait, tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien, parce que tu n'as pas le temps de te poser et de mesurer. Notre métier, c'est la mesure de l'énergie, mais en fait, quand tu mesures n'importe quel type d'activité, ça te permet quand même d'en sortir des indicateurs qui sont pertinents pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc, je dirais, la première grosse problématique quand tu pivotes trop régulièrement ou quand tu as des conflits de vision et d'organisation, c'est que en fait, tu n'as pas le temps de savoir si ce que tu as fait est pertinent. Le deuxième souci, c'est l'impact que ça peut avoir sur les équipes. Parce que tu peux avoir, et puis après, ça c'est... je dirais, c'est aussi chaque individu qui va être plus ou moins résilient.
Effectivement, je pense l'être assez. Euh, mais tu vas avoir, enfin voilà, tu vas avoir des managers plus ou moins bienveillants, tu vas avoir des managers qui vont accorder plus ou moins d'importance au commerce ou à la tech, tu vas avoir des managers des directeurs généraux qui vont être beaucoup plus présents dans l'opérationnel et d'autres beaucoup plus satellisés et qui vont te laisser beaucoup plus en autonomie. Euh, Après, il y a pas de secret, c'est que de toute façon, moi j'ai tendance à dire, l'entreprise c'est pas une démocratie malheureusement. Voilà, t'appliques à un moment donné une vision, une stratégie qu'on t'impose ou pas, sur lequel tu as ton mot à dire ou pas. Voilà, après c'est le choix de chacun de dire j'y crois. La vision, elle est toujours, je la partage toujours. Je crois en mes équipes, je crois à mon management proche, et voilà, et je choisis de résister, ou d'y aller, ou de partir. Je dirais là-dessus, c'est pareil, je dirais, il y a pas de recette miracle, et ça reste de l'humain avant tout. Mais oui, quand tu dois déconstruire ce que tu as construit pendant 6 mois, ça peut être très frustrant. Ça peut être très frustrant. Euh, L'important, c'est qu'à un moment donné, cette frustration, elle ne se reflète pas au niveau de tes équipes. Parce que c'est aussi ton rôle en tant que manager de faire tampon. Justement, j'allais te demander, c'est en fait, ça a eu un gros impact aussi dans les équipes au niveau collaborateur pur opérationnel. Même si tu es sur une casquette directeur commercial, quand on prend par rapport à la direction générale, tu es en mid-management. Donc tu es, voilà, t'es en mode tampon au milieu. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour essayer de les garder motivés, qu'ils puissent continuer eux aussi à croire en la vision, à suivre le projet et à garder des sales motivés et performants? Bah en fait, tu essaies de protéger tes équipes en ce sens où en fait, les interactions, elles sont avec toi. Ok. Donc à chaque fois tu filtres. C'est ça, Donc faire relais. voilà, donc tu filtres un maximum. Et puis après, malheureusement, tout dépend aussi, comme je le disais, je dirais le degré dans lequel le patron il veut se plonger ou pas dans l'opérationnel. À un moment donné, tu peux pas non plus tout filtrer. Euh, donc après, ça dépend aussi beaucoup de la seniorité et de l'expérience des gens que tu as avec toi. Euh, mais mais effectivement, c'est jamais des moments qui sont faciles. Alors après, il y a des changements qui sont hyper pertinents. D'autres qui le sont moins, surtout lorsque, encore une fois, c'est trop régulier. Euh, et puis, euh, et puis après, je dirais il faut vraiment, en fait, il faut créer un climat de confiance. Euh, et un petit peu, à certains moments, se replier sur l'équipe en disant voilà, on est une équipe, on est tous ensemble. Ok. Notre objectif, c'est nos succès. Et voilà, quand tu arrives à vraiment, à un moment donné, tu sais, c'est un peu, voilà, tu dis, allez, hop, là, aujourd'hui, là, c'est focus sur le business. J'écarte un peu tout ce qu'il y a autour, toutes les turbulences, toute la nébuleuse qu'il peut y avoir et qui peut venir perturber ton business. T'es avec tes commerciaux, t'es avec ton équipe, t'essaies un peu, voilà, d'être un peu en chambre comme ça et te dis voilà, allez, on va essayer d'aller signer des comptes, on va essayer de signer des clients, on va aller boire des bières, on va créer, voilà, Remettre du on plaisir. va remettre un peu voilà, du plaisir au quotidien. Et puis, puis enfin, voilà, c'est ce que j'ai dit à de nombreuses reprises à mes équipes, c'est que tu peux arriver le matin, c'est facile d'arriver le matin et de tirer la tronche et de pas être heureux et de dire c'est compliqué, je me plais pas, je me sens pas bien. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Je dirais, tu passes la porte, tu essaies de sourire. Le premier matin, t'as pas envie, mais tu te forces. Le deuxième matin, t'as pas envie, mais tu te forces. Le troisième matin, ça devient plus naturel. Tu arrives, tu souris. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, en fait, tu verras que le sourire, il est naturel. Et que tu passes la porte du bureau, t'as envie de sourire. Et en fait, si t'as envie de sourire et si t'as envie de t'éclater, tu t'éclates. Voilà. Surtout que dans notre métier, c'est un cercle vertueux. Hein, de toute façon, on fait vivre une expérience au-delà de la solution qu'on vend. On fait vivre une expérience, on partage des émotions.
Si même toi, tu n'es pas en capacité de sourire en allant au taf, ça va être dur avec tes prospects et tes clients, j'imagine, de toute façon. Donc là, voilà, il n'y a pas de, il y a pas, pareil, il y a pas de process, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de façon très logique, très cartésienne de faire. Ça reste encore une fois L'humain. voilà, un ensemble d'humains qui se retrouvent tous les jours pour bosser entre eux. Voilà, et le plus important, c'est aussi qu'il n'y ait pas certains éléments qui tirent l'équipe vers le bas. Ouais, c'est ça. Ce qui peut arriver et ce qu'il faut détecter le plus vite possible parce que soit il faut comprendre pourquoi, soit il faut écarter la personne qui a plutôt tendance à tout le temps se plaindre, tout le temps ressasser les choses qui se passent pas bien et qui viennent démotiver l'équipe. Ok, ouais. Donc, c'est au final, tu as fait filtre quand il le fallait et quand tu le pouvais, bien entendu. T'as recréé, pas une bulle, mais tu t'es vraiment refocus sur ton équipe. On va dire ça pouvait être un petit peu le différents mouvements, révolutions au niveau global de la société. Tu t'es recentré sur l'équipe. Bon, les gars, ça on le met un peu de côté, on se remet à faire du business ensemble et après dans l'humain pour remettre du plaisir de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, ça fait une petite transition sur le fait que tu t'es remis avec l'équipe. Bon, là, tout le bordel qu'il y a autour, on met de côté pour aujourd'hui. Là, on se focus, on va faire du business, on va s'éclater ensemble. Ça, c'est un point que j'ai eu énormément en termes de retour de la part des équipes et dans nos discussions. C'est que euh, malgré ton expérience et ta position de directeur commercial, tu es toujours au charbon, tu vas à la guerre avec tes équipes. Et ça, c'était toujours un point qui a été remonté de façon très positive. Est-ce que tu peux donner ton avis justement là-dessus? Parce que des fois, quand on est directeur commercial, on peut avoir tendance à se focaliser sur de la strat, sur du process, sur un peu plus de back, ce qui est complètement important. Mais des fois, on oubliait le reste et la réalité du terrain, la réalité marché, l'accompagnement des équipes. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors c'est très variable hein, parce que bien évidemment quand tu es un directeur commercial et que tu as 100 personnes, Ouais, bien sûr. tu peux pas être forcément, tu peux pas être dans l'opérationnel. Moi j'ai quand même la chance d'avoir une équipe à taille humaine et qui me permet justement de faire toujours ce que j'aime, c'est-à-dire du commerce. C'est important parce que être au contact des clients, être au contact des prospects, être au contact du terrain, c'est ça aussi qui définit ta stratégie et ta compréhension des enjeux. Et au final, quand tu dois pivoter ou quand tu dois un petit peu changer ta stratégie sans changer ta vision, ou quand tu t'aperçois qu'il y a un truc qui se passe sur le marché sur lequel il faut absolument être présent, euh, t'attends pas que ce soit tes équipes qui te le remontent. Tu es là avec elles et tu constates ça, tu entends les mots de ton prospect ou de ton client, et pour moi, c'est essentiel. Et c'est ça qui contribue à la bonne définition d'une stratégie la plus pertinente et la plus performante possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai 50-60% de mon temps, 70% de mon temps qui est très opérationnel. Je me déplace avec mes commerciaux, je vais souvent au rendez-vous avec eux, je participe au comité de pilotage avec les plus gros clients. C'est mon rôle, enfin, je veux dire, d'être à leur côté. Et je pense que une des principales qualités, voire la principale qualité, ça c'est mon avis, hein, que doit avoir un manager, quel qu'il soit, c'est l'exemplarité. Donc démontrer à tes équipes que tu es capable de faire ce que tu leur demandes, ça les rassure, ça leur donne confiance et ça leur permet de performer parce que des fois ils disent oh, j'ai envie de faire mieux que mon Dirco hein, parce que voilà. Donc ça pour moi c'est essentiel et c'est ce qui c'est pour ça que je reste au contact du terrain et que pour moi l'opérationnel est assez essentiel dans mon parcours. Et ça veut dire que tu as ton propre pipe portefeuille de clients où c'est 60-70% d'opérationnel, c'est justement en soutien, en accompagnement de tes équipes. On va dire que non, je signe quelques deals. Ok, tu as que toujours quelques deals. Ouais, parce que j'aime bien challenger les équipes quand même. Yes. Et leur dire que je suis présent. Donc j'arrive quand même, je signe quand même quelques deals. Alors bien évidemment, c'est pas. C'est à la marge. Par voilà, rapport à avant. voilà. Ouais, bien sûr. Et puis dans ma grande, comment dire, en fait, ce que je signe, je le refile à mes sales. Oui. Donc ça rentre dans leurs objectifs, ça rentre dans leurs bonus. Donc ça, c'est cool. C'est des petites cerises des fois qui font plaisir. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, donc parce que quand même le closing c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est ce qui anime un peu un commercial. Il y a une adrénaline, voilà. Bien sûr. Donc, sinon on ferait pas ça d'ailleurs. Donc ouais, j'ai pas trop envie de lâcher ça. Peut-être qu'à un moment donné, je serai obligé de le faire parce
parce que l'activité fera que je devrais me concentrer plus sur du management ou autre. Ok. Et déjà, là, avec D-Sales, c'est déjà... C'est costaud en termes Ouais, d'organisation, ouais, d'équilibre, ouais. costaud hein, déjà. Ouais. Ok, top. En tout cas, top, merci pour cette réponse sur le volet mix management, opérationnel, garder un pied sur le terrain. Là c'est plus une petite partie, on va dire, full conseil, full recommandation. C'est justement sur cette expérience managériale que tu as chez Energism. Est-ce que on fait tous des erreurs. Ouais. Est-ce que tu as en tête, on va dire, une erreur que tu as faite et que tu pourrais partager pour peut-être éviter à d'autres de la faire à leur tour? Ça, c'est la question que j'ai pas préparée. Donc, Ah, faut yes. faut que j'y réfléchisse. Non, je pense que pour moi, justement, le plus gros challenge, et c'est un peu ce qu'on disait, je crois, en introduction, ou quand on était au bar, c'est arriver à concilier la proximité avec les équipes et la déconnade, parce que pour moi c'est important, et la fermeté. En gros, c'est pas parce que t'es sympa que t'es con, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas parce que t'es sympa que faut te prendre pour un jambon. Et ça, la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse. On peut être sympa, bienveillant, compréhensif avec ses équipes, et c'est même nécessaire. Mais il faut pas que ça se transforme en faiblesse. Et c'est vrai que là où j'ai beaucoup appris sur ces 2 ans, j'avais eu des expériences de management à une plus petite échelle dans d'autres, voilà, préalablement, que ce soit chez Energism ou dans d'autres boîtes. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup appris là-dessus et j'ai beaucoup mûri là-dessus. Donc au départ, c'était un peu compliqué de faire la part des choses, de faire la distinction entre c'est un collègue et je vais lui passer certaines choses parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui voilà, on a eu potentiellement, on a une vie même après le boulot, tu vois. Et à un moment donné, resserrer la vis parce que c'est nécessaire et dire voilà, stop, maintenant on arrête de jouer et on se remet la tête, dans le taf à fond, quoi. Ça c'est un... Voilà, en tout cas chez moi, je pense qu'il y a eu à un certain moment quelques flottements là-dessus. Et après, c'est difficile de reprendre la main, parce qu'une fois que tu as laissé passer une fois, 2 fois, ben, pourquoi ça passerait pas une 3e fois, tu vois? Exactement, ouais. Donc ça, voilà, ça c'est un peu... et je pense que c'est un peu propre à ma nature aussi, où, encore une fois, enfin, j'aime l'humain, je fais avant tout ce métier pour ça. Et voilà, et je pense que voilà, ça a été un axe de progression assez fort chez moi, qui fait que, voilà, qu'aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à vraiment à cadrer ce qui est, je dirais, du pro manager et ce qui est du pro. On va laisser un petit peu de largesse et on va laisser les gens un peu s'exprimer dans leur métier, quoi. Et pour justement rééquilibrer ce volet-là où c'est pas parce que je suis sympa qu'il faut me prendre pour un con. T'as complété ça, c'est via les process justement, via de l'exigence. Ben, Comment t'as réussi vraiment En fait, à rééquilibrer? les process, ça t'amène à mesurer, Hmm. et à mesurer, ça t'amène à être factuel. Donc, à un moment donné, bien évidemment, il faut toujours être juste. Et quand tu es factuel, et quand tu te dis, bah, écoute, enfin voilà, il n'y a pas de débat, quoi, hein. Tes résultats, ils sont comme ça, ton pipe, il est comme ça, il n'y a pas de débat. Donc, voilà, c'est donc, ouais, effectivement, on en revient toujours au process, hein, et je pensais pas un jour dans ma carrière faire la louange d'autant de process. Process. Mais tout ce qui amène justement à avoir des éléments très factuels, mesurés, c'est ça qui te permet de piloter, hein, donc, Ouais, donc toujours être dans le factuel, quoi. ouais. Et au moins, ça te permet d'être juste Ouais. et après de trouver l'équilibre avec les personnes. On reprenait l'exemple de quand tu as dû passer manager d'anciens collègues Mm. à toi, c'est toujours le factuel qui te permet de rééquilibrer, quoi.
Mais d'où l'importance d'avoir des process pour avoir de l'analyse et de la data qui Exactement. rend les choses factuelles. Ok, trop bien. Pour aller sur la fin de cette interview, bah, point qui est important et aussi qui est au cœur également avec Dreamcatcher Sales, c'est que là, Energism, donc voilà, ça continue à être en croissance. Là, au début, voilà, dans les seuls, après vous étiez 4-5 commerciaux, tu es passé de dire comment tu as une équipe de 10 personnes. Là, vous continuez à être en croissance. Ouais. Donc là, vous êtes actuellement en fin de process de recrutement. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que là, d'ici fin 2024, 2025, si vous clôturez ces recrutements-là, vous allez avoir d'autres recrutements prévus? Ça sera sûrement lié au hub. Ah ben en fait, et là c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ambition de la direction générale et des principaux actionnaires d'énergie, c'est que eux ils ont l'ambition que le commerce représente 40% des effectifs de la boîte. Ok. Donc naturellement quand on dit ça, oui on va être dans une dynamique. Alors après bien évidemment il faut que ce soit aligné avec, je dirais avec la croissance du business, parce qu'on va pas recruter si derrière, le marché fait que ben on performe pas. Donc bien évidemment, ce qui permet de recruter, c'est démontrer notre capacité à atteindre les objectifs. Mais oui, on est dans cette dynamique de recrutement. Donc là, on va finir 2024 avec voilà, 2 nouveaux recrutements, un qui est validé, qui arrive en octobre, et un où on cherche toujours un peu le mouton à 5 pattes. Hein, tu sais, on cherche la pépite, le top performer. Donc c'est toujours un exercice qui est difficile, mais heureusement qu'on a toujours été bien accompagné dans cet exercice. Et là, je le dis avec je dirais, tout le sérieux que je peux, parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et ça prend déjà beaucoup de temps quand tu es bien accompagné. Donc imaginez quand vous n'êtes pas accompagné, quand vous essayez de faire les choses par vous-même, c'est énormément de temps qui est perdu. Donc là, moi je reste persuadé que, et c'est comme tout, hein, avoir la bonne expertise positionnée au bon endroit, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et voilà, et aujourd'hui je dois dire qu'on a été toujours très bien accompagné dans les process de recrutement. Les candidats que moi je voyais étaient des candidats qui étaient toujours très bien qualifiés. Après, il faut toujours faire des choix. Mais enfin voilà, c'est un gain de temps qui est énorme. Et au final, c'est un gain d'argent qui est véritablement, notable, parce que quand aujourd'hui je recrute 10 sales, ben, globalement j'en ai vu peut-être 40. Mais si j'avais pas été accompagné, j'aurais dû dépouiller peut-être 250 ou 300 CV, me tromper parce que c'est pas mon métier, mal qualifier les candidats, etc. etc. Donc ouais, être accompagné, c'est assez essentiel dans cette démarche-là, surtout quand on a des enjeux de rapidité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que tu as plein d'autres prios sur Et des que, process, voilà, tu dois rester dans de l'opérationnel aussi. Voilà, et d'autant plus quand on a une structure comme Energism, qui n'a pas de chargé de recrutement, où, enfin voilà, on est quand même encore une petite entreprise avec, au final, avec des RH qui sont gérés par la DAF, enfin voilà, qui sont gérés un petit peu par tout le monde dans l'entreprise, donc voilà. Et d'ailleurs, donc dans ces volets de recrutement, s'il y en a qui regardent cette interview et qui seraient un jour amenés à postuler chez Energism, j'ai une double question pour toi. C'est, selon toi, quelles sont les qualités que doit avoir un sales pour être bon chez Energism, hein, parce que c'est chaussure à son pied, hein, de toute manière, par rapport à votre environnement technique, votre organisation, ton management, etc. Qu'est-ce qu'un bon sales chez Energism? Un bon sales chez Energism, moi on m'a dit quelque chose qui m'a marqué un petit peu dans ma démarche commerciale. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. C'est difficile, hein, Ouais. d'être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Comment tu t'y prends? Donc un bon sales, c'est quelqu'un qui va justement arriver à avoir la bonne vitesse, le bon timing,
et la bonne compréhension des enjeux de la personne avec qui il parle. Euh, donc, moi, et ça, en fait, c'est ce qui est le commerce. Alors moi qui ai 42 ans, je vois un peu la façon dont sont perçus les commerciaux, des grandes gueules, des gens qui parlent fort, qui parlent beaucoup. Le Jean-Claude Convenant. Voilà, et en fait, un bon commercial, c'est l'opposé de ça. C'est quelqu'un qui est subtil, c'est quelqu'un qui est rigoureux et qui est méthodique. Et ça, pour moi, c'est les qualités essentielles d'un bon sales, parce que quelqu'un qui est rigoureux et qui est méthodique, il sait où est-ce qu'il en est, il sait où est-ce qu'il va, il connaît l'état de son pipe, et il connaît le contexte de ses clients et de ses prospects. Donc, voilà, pour moi, si j'ai envie de résumer un peu les qualités essentielles, c'est vraiment ça. La rigueur, la méthode. Et puis, naturellement, être un peu extraverti, parce qu'autrement, on n'est pas un Ça sales, va être quoi. compliqué pour Ouais. ouvrir les portes. Super. Eh ben écoute, j'aurais une dernière question qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, c'est pour clôturer sur cette phase de recrutement également. C'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon candidat? Et là, cette question, elle est plus orientée parce que effectivement, tu vas avoir le sales qui va être performant dans son poste, qui va être subtil, méthodique, rigoureux. Mais des fois, on tombe sur des très bons sales qui se plantent lors des phases d'entretien, qui ne sont pas retenus. Et donc, si tu avais un conseil, quel comportement tu aimes quand quelqu'un candidate chez Energism, au niveau de l'échange avec toi, au niveau du comportement entre les différentes étapes du process? Un petit shot avant l'entretien. Ah Ça yes, détend. ça annonce la couleur. Non, en fait, alors après, moi, je suis pas dans le formalisme de l'entretien et je pense que c'est aussi le rôle de la personne qui interviewe de mettre à l'aise la personne qui est en face. Enfin, je veux dire, moi en tout cas, si je suis reçu en entretien par quelqu'un qui veut forcément me mettre mal à l'aise, bah en fait, déjà, ça me donne pas envie d'y aller. Ça m'excite pas du tout. Donc, je pense qu'il y a déjà une responsabilité de la personne qui interviewe le candidat de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il donne le meilleur de soi. Voilà, déjà, ça, c'est un premier point. Après, j'ai envie de dire, après, c'est très subjectif, hein, parce que c'est propre à la personne, mais il faut arriver préparé. Enfin, la base, connaître un peu l'entreprise, aller voir son site internet, idéalement télécharger les 2-3 documents qu'on peut retrouver sur le site, histoire de mieux comprendre un petit peu les enjeux auxquels ils répondent, etc. Surtout si on vient d'un autre secteur d'activité. Donc arriver un petit peu préparé, c'est toujours rassurant, hein, même pour le candidat. Et puis derrière, avoir confiance en soi, avoir confiance en son parcours, et voilà, et être assez aligné avec ses objectifs. Donc, et voilà, il faut être sûr de soi aussi. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de candidats, ne serait-ce que la question, quelles sont vos prétentions salariales? Ah, je sais pas, c'est quoi votre budget? Ah, j'ai entre une fourchette de temps et de temps. Non, tes prétentions salariales, c'est ça. Moi, ce que je gagnais, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Voilà, après, faut un peu poser. Voilà, faut avoir confiance en soi. Et de toute façon, un sales qui n'a pas confiance en lui, généralement, c'est pas quelqu'un qui va performer. Voilà. Bah écoute, super. Bah, merci infiniment, Guillaume, pour cette interview, la qualité de tes conseils et de ton retour d'expérience. Moi, c'était ma première interview grand format et je suis trop content de l'avoir fait avec toi. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Energism et directement Guillaume, on vous mettra le lien site web, LinkedIn en commentaire ou ailleurs. On le précisera dans le post. Et puis, à bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao, Merci. ciao. Au revoir.